Ombre fantasmagorique. Créature de la nuit, pétrifiée à l'annonce des premiers rayons du soleil par on ne sait quel étrange sortilège. Mystérieux. Fascinant. Janvier 1860. Après plusieurs jours de marche au travers de la forêt cambodgienne, le Français Henri Mouhot découvre les vestiges d'une cité engloutie par la végétation tropicale. Oubliée depuis plus de 400 ans, Angkor, la capitale de l'ancien empire khmer, renaît au grand jour. Siem Reap n'était alors qu'une petite ville sans importance. Devenue la porte d'Angkor, elle accueille désormais chaque année près de 2 millions de visiteurs. Une manne financière qui profite à l'économie de toute la région, sans changer toutefois les habitudes et le mode de vie des habitants. À l'image des pyramides égyptiennes ou des cités incas, les temples d'Angkor fascinent les voyageurs. Les Cambodgiens sont nombreux à y venir, comme en pèlerinage. Angkor, c'est l'âme du pays, la source spirituelle. Au XIIe siècle, la ville, qui compte plus de 200 000 habitants, connaît son âge d'or. L'Empire khmer s'étend alors des confins de la Chine jusqu'au golfe du Bengale. Les maisons et les palais construits en bois ne sont pas parvenus jusqu'à nous. Mais les temples, une centaine environ, témoignent à l'image du Bayon de la splendeur passée. Le temple du Bayon se trouve à l'intérieur de la ville d'Angkor Thom, la capitale de l'Empire khmer. Le Bayon se situait exactement au centre de la cité. Le temple possède 54 tours. Chacune d'elles est ornée de 4 visages. En tout, il y a donc 216 visages. D'après les travaux des historiens, Jayavarman VII, le souverain qui a ordonné la construction de ce temple, avait adopté le bouddhisme. Bouddha, Jayavarman VII, on ne peut affirmer avec certitude qui est représenté sur les tours du Bayon. La seule chose qui s'impose, c'est qu'il y a une idée d'omniprésence, puisque les mystérieux visages regardent vers les 4 directions de l'espace. Si les visages qui sculptent les sommets de cette montagne de pierre demeurent une énigme, les bas-reliefs qui en décorent la base retracent en revanche avec force détail quelques glorieux faits d'armes du puissant souverain khmer. Symbole de l'Empire khmer, Angkor Wat, c'est le classicisme le plus absolu. Tout y est homogène et harmonieux. Le temple est entouré d'un barail. Cet énorme réservoir, qui servait à capter l'eau pour irriguer les rizières, avait également une signification religieuse. Il représentait l'océan cosmique de la mythologie hindoue. Angkor Wat est un nom moderne qui signifie capitale monastère. En réalité, le roi Suryavarman II, adepte de l'hindouisme, l'avait appelé Vishnu Loka, c'est-à-dire monde de Vishnu. La tour centrale d'Angkor Wat, qui culmine à 60 mètres, représente, selon les lois de la cosmogonie hindoue, le mont Meru, axe du monde et résidence des dieux.
Dans la décoration des tours, les sculptures les plus étonnantes, ce sont les apsaras. Elles représentent des jeunes filles portant des colliers, des couronnes et des bracelets. Les apsaras, ce sont des déesses du paradis. Elles sont à la fois servantes des rois et des divinités et danseuses traditionnelles. Aujourd'hui encore, la danse apsara fait partie de notre culture. À quelques dizaines de kilomètres au sud d'Angkor, nous rejoignons les rives du lac Tonlé Sap. C'est là que commence notre traversée du Cambodge et du Sud-Vietnam. D'ici une dizaine de jours, suivant le cours du Mékong et de ses affluents, nous arriverons au terme de notre voyage à Saigon. Les eaux du Tonlé Sap sont très poissonneuses. Les pêcheurs se regroupent au sein de villages flottants qui se déplacent au gré des crues du lac. Le Tonlé Sap a commencé sa lente décrue annuelle. C'est donc à bord d'une embarcation rapide que nous rejoignons notre bateau, le Mekong Prestige, qui a jeté l'ancre près de Kampong Chnang de l'autre côté du lac. Après une première nuit de repos à bord, nous embarquons sur un bateau local en direction du village de Kampong Chnang. Bénéficiant de la générosité du fleuve, la pêche est la principale activité de la région. Kampong Chnang est ainsi devenu en quelques années un puzzle flottant tentaculaire dont la forme et la taille épousent la venue de nouvelles familles de pêcheurs, vietnamiennes en grande majorité. Le Tonlé Sap joue un rôle essentiel dans l'économie du Cambodge. En juillet, à la fin de la saison sèche, les eaux du Mékong augmentent dans d'incroyables proportions. Elles exercent une telle pression que se produit alors un incroyable phénomène. Les eaux du lac remontent vers leur source au lieu de s'écouler naturellement vers la mer. Pendant plusieurs mois, le lac se transforme en un gigantesque vivier où se multiplie une incroyable variété de poissons. En octobre, les poissons reprennent le chemin du Mékong. C'est l'époque des pêches miraculeuses que les habitants surnomment la cueillette du poisson. J'achète le poisson au marché. Après, je le vide et je le sale. Ensuite, je le fais reposer comme ça pendant 1 mois ou 2. Après, je le nettoie et je le fais sécher au soleil.
À la fin, je vais les vendre à Phnom Penh. Tous les pêcheurs vivent ici. Certains vont pêcher assez loin, d'autres près d'ici, dans le lac. Avant, je voyageais entre le Vietnam et le Cambodge. Mais je me suis marié, alors je me suis installé ici. Il y a une importante communauté viet à Kampong Chnang. Les enfants qui parlent le khmer vont à l'école à terre. Les Vietnamiens vont à l'école flottante jusqu'à la fin du primaire. Ensuite, ils arrêtent pour aider leurs parents. Kampong signifie le port et Chnang la poterie, en référence à cette industrie autrefois prospère dans la région. La pêche, devenue aujourd'hui la seule activité, attire la convoitise des grossistes qui viennent négocier chaque semaine le prix du poisson. À quelques centaines de mètres du village flottant, l'activité bat son plein au marché aux poissons. On marchande, on plaisante et on essaie de se faire un peu d'argent en vendant quelques coquillages. Ces coquillages, ce sont des laits de Siem Reap. Avant, je les achetais à côté de chez moi, près du lac. Ils étaient bien plus gros. Maintenant, j'ai trouvé un fournisseur à Siem Reap, car les pêcheurs du lac ne les ramassent plus. Je les vends ici, car il y a beaucoup de passages. Le Mekong Prestige a levé l'ancre et repris sa route en direction de Kampong Tralak. Sur le Mekong, il y a beaucoup de bateaux de pêche. On traverse peu de villes. On croise des péniches qui transportent du sable ou des fruits entre le Vietnam et le Cambodge. Les bateaux partent du Vietnam et se dirigent vers le Tonlé Sap à partir de juin. C'est seulement à partir de septembre, quand le niveau de l'eau est suffisamment important, qu'ils peuvent traverser le Tonlé Sap pour aller jusqu'à Siem Reap. En fin d'après-midi, le commandant décide d'accoster devant un petit village. Nous allons y passer la nuit à quelques mètres de la Marguerite. Le nom de ce bateau est un hommage à la romancière Marguerite Duras, qui a passé toute sa jeunesse sur les bords du Mékong à l'époque de l'Indochine française. Le long du Mékong. On a le premier port touristique, on peut compter la partie de Phnom Penh, qui est la capitale du Cambodge, se trouve dans cette partie-là, que vous allez passer demain soir et après-demain. Et le deuxième port est le plus important port touristique, dont 80% des visiteurs viennent ici
passe par Siem Reap. Au matin, nous quittons à regret les bords du fleuve et la quiétude du village et prenons la direction de Udong. Au sommet de la colline auquel conduit cet escalier vertigineux de 300 marches, il ne reste pratiquement plus rien. Les bombardements américains de 1970 et les destructions Khmer rouges ont eu raison de la ville qui fut la capitale du Cambodge de 1618 à 1865. Depuis 2002, à l'initiative du roi Norodom Sihanouk, un stupa en béton, gigantesque mais sans grâce, s'élève à nouveau au sommet de la colline. Nous sommes loin de l'élégance des temples d'Angkor. Qu'importe, les Cambodgiens sont nombreux à y venir en promenade pour admirer la campagne environnante. Avant de rejoindre notre bateau, nous faisons un détour pour découvrir ce vihara, monastère en langue sanskrite, où vivent 11 bonzes, 9 novices et 2 supérieurs. Après avoir pris au cours de la matinée le seul repas de la journée, les moines se consacrent à l'entretien du monastère et aux prières. Le bouddhisme s'est imposé dans l'Empire khmer à partir du XIVe siècle. Mais les Védas, textes sacrés, et l'épopée du Ramayana, pourtant héritée de l'hindouisme, demeurent des références fondamentales pour tous les Cambodgiens, y compris pour les bonzes. Les dessins sur les murs parlent des temps anciens. De ce côté, ils racontent l'épopée du Ramayana. On y voit des gens qui dansent, qui jouent de la musique traditionnelle. On y voit aussi des combats entre des guerriers. Et de l'autre côté, il raconte l'histoire de Siddhartha Gautama, autrement dit Bouddha. Nous avons repris notre navigation. Poussés par le courant de la rivière Tonlé Sap, nous nous dirigeons vers le sud en direction de Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Les tours qui se profilent à l'horizon témoignent du dynamisme économique de la capitale cambodgienne. Ce n'est qu'au début des années 2000, soit 25 ans après le génocide perpétré par les Khmers rouges, que le pays retrouve la paix et la stabilité. Au début du XVe siècle, après la destruction d'Angkor par l'armée siamoise, Phnom Penh devient la capitale de l'Empire. Détrônée un temps par Udong, elle retrouve son rang de capitale en 1866 avec le début du protectorat français.
Les bâtiments de l'administration coloniale, à l'image de la Poste construite en 1890, font aujourd'hui partie du patrimoine de la ville. Le bâtiment le plus remarquable de cette époque, c'est le marché central. Construit dans les années 1930, c'est un pur joyau de style art déco. Dans les allées que domine le dôme gigantesque, les jeunes Cambodgiennes font leur shopping. Bijoux en toque et vêtements colorés. Sans tourner le dos à l'histoire vécue par leurs parents, les jeunes Cambodgiens se lancent dans la vie à corps perdu. Ils font la fête. Et la plus belle des fêtes est celle qui accompagne un mariage. Pour les mariages traditionnels au Cambodge, il y a plusieurs étapes. Si on respecte les traditions, la fête dure 2 jours et 1 nuit. Je dirige la cérémonie. Je suis ce que l'on appelle un acha. J'ai 3 fonctions. J'organise, je fais le lien entre les parents et le temple et j'aide au bon déroulement de la cérémonie. Pour la traditionnelle coupe des cheveux, on fait tout d'abord des prières pour invoquer les anges et les esprits afin qu'ils protègent la cérémonie. Dans ces prières, on leur demande les objets sacrés, les ciseaux dorés et les couteaux argentés. Avec ces objets qui viennent de l'au-delà, les 4 parents coupent les cheveux des jeunes mariés pour leur apporter le bonheur. Les rumeurs de la fête s'évanouissent dans le silence qui plane au-dessus de Tulslang. Ce lycée, transformé en prison et en centre de torture par les Khmers rouges, est plus connu sous son nom de code, S21. C'est aujourd'hui un musée du génocide. Le 17 avril 1975, les Khmers rouges sont entrés dans Phnom Penh. J'avais 14 ans. Ce n'est que 3 ou 4 heures après que j'ai appris que les Khmers rouges avaient pris le pouvoir. Ils ont immédiatement commencé à évacuer de force, avec les armes, toute la population. Ils ont donné l'ordre de partir vivre à la campagne. Les Khmers rouges disaient que les Américains allaient bombarder Phnom Penh. Faire table rase du passé, telle est l'idéologie des Khmers rouges. Contaminés par l'impérialisme bourgeois, les citadins doivent être rééduqués en travaillant dans les champs. On ordonne l'exécution des intellectuels, médecins, professeurs, ingénieurs, ainsi que des militaires de l'Ancien Régime et des bonzes. Entre 15 000 et 20 000 personnes sont torturées puis exécutées au S21. Bouming est l'un des 7 survivants. Il raconte ses 2 années passées en enfer. J'étais en train de cultiver des aubergines. Une jeep est arrivée. L'un des Khmers rouges m'a dit « Toi, on t'envoie à l'école des beaux-arts pour donner des cours. » Ma femme a préparé les affaires, mais on n'est pas allé à l'école des beaux-arts. On est allé à Tulsling.
Les camions n'arrêtaient pas d'aller et venir, c'était comme l'eau qui coule, la nuit comme le jour. Je peignais, mais je voyais qu'ils emmenaient les prisonniers, les mains et les pieds attachés et suspendus sur un bout de bois. De ma cellule, j'entendais des gens qui pleuraient, les cris des gens que l'on torturait. Dans tous les bâtiments de la prison Tulsleng, on torturait les prisonniers. J'entendais les cris des gens « Maman, maman, aide-moi !» Mon idée, c'est de faire connaître aux jeunes générations l'existence de ce génocide. Ce que les Khmers rouges ont fait subir au peuple khmer. À cette époque, j'ai vécu des choses très dures. On ne peut pas imaginer, ni expliquer. Comment ont-ils pu faire de telles choses? Comment ont-ils pu aller si loin? Derniers instants à Phnom Penh. Symbole du Cambodge éternel, les ors du palais royal brillent sous les rayons du soleil, accompagnés par la geste millénaire des héros du Ramayana. Au cœur de Phnom Penh, les eaux du Tonlé Sap ont rejoint celles du puissant Mékong. Depuis les plateaux du Tibet, le grand fleuve a déjà parcouru plusieurs milliers de kilomètres au travers de la Chine, de la Birmanie et du Laos. Cette fois, c'est en direction du Vietnam et du delta qui s'ouvre sur la mer de Chine que nous nous dirigeons. Pour les Vietnamiens, le Mékong, c'est Song Cuu Long, la rivière des 9 dragons, comme autant de bras du fleuve quadrillant le delta, le grenier à riz du Vietnam. Située sur le Mékong, la petite ville de Ton Chau connaît depuis quelques années un développement économique spectaculaire. Elle doit cette réussite à un poisson rustique et omnivore, le panga. Symbole de rentabilité rapide, cette variété de poisson-chat peuple les viviers de toutes les fermes piscicoles de Ton Chau.
Quand on a commencé à faire l'élevage, on a acheté des poissons géniteurs à Kanto. Au bout de 6-7 mois, on peut les vendre. Si on les nourrit beaucoup, il faut seulement 6 mois, mais c'est moins bien. Le mieux, c'est d'attendre 7 à 8 mois. Tous les éleveurs se sont regroupés ici et exportent leurs poissons au Cambodge. Depuis plusieurs années, le résultat des élevages est très encourageant. Ce qui fait que les gens continuent à se développer et à s'installer ici. C'est pour cela que le village flottant devient de plus en plus grand. Dans le delta, les ponts sont quasiment inexistants. Même pour traverser la plus étroite des rivières, il faut prendre un bateau. Au même titre que les traditionnels chapeaux coniques en paille de riz, les ferries font donc partie du quotidien des Vietnamiens. Je me rends de l'autre côté du fleuve pour aller à la banque. En fait, je vends des graines de soja. Des ferries, il y en a plusieurs. Je ne connais pas le chiffre exact. Les barques font des allers-retours toute la journée. On ne peut pas compter, mais il y a beaucoup de traversées du matin jusqu'au soir. Le dynamisme économique du Vietnam se nourrit d'une foule de petites entreprises artisanales. Ainsi, dans la région de Tân Chao, on fabriquait des nattes à base de roseaux. Il y a une dizaine d'années, la Chine a inondé le marché de nattes en plastique. Chaude en été, froide en hiver, malgré un prix imbattable, les consommateurs ont fini par se détourner des nattes made in China au profit des nattes fabriquées dans la région. D'abord, j'achète les roseaux. Je les teins, puis je les rince et je les laisse sécher. Ensuite, je les tisse. Mais avant le tissage, je les trempe dans l'eau pour les assouplir. La teinture se fait en profondeur. Ainsi, les couleurs ne déteignent pas sur les vêtements lorsqu'on s'allonge dessus. Les nattes en plastique qu'on trouve partout dans le commerce ne valent pas les nattes végétales. Elles ne sont pas du tout aérées. Revenus à bord du Mekong Prestige, nous reprenons notre voyage au cœur du delta. Quelques heures nous séparent de Sa Đéc, notre prochaine escale. Juste le temps de suivre un cours de cuisine vietnamienne donné par le chef du bord. C'est excellent, je l'ai testé, c'est vraiment délicieux, c'est parfait, très réussi.
Au matin, à bord d'une petite embarcation locale, nous remontons le cours de la rivière Sadek qui pénètre au cœur de la ville. Les marchés vietnamiens sont à l'image du pays, joyeux et colorés. Dans les années 1920-1930, la jeune Marguerite Duras habitait à Sadek. Les parfums, les couleurs et les sonorités de l'Indochine ont habité son existence comme elles ont inspiré les plus belles pages de ses romans. La maison de l'amant fait désormais partie des circuits touristiques, même si rien n'indique que Marguerite Duras y soit venue un jour. Avec plus de 100 000 habitants, Sadek est l'une des villes les plus dynamiques du delta, le jardin de la Cochinchine. Pour comprendre ce qui vaut à la ville un tel surnom, il suffit de s'éloigner de quelques kilomètres en direction du nord. On cultive des fleurs toute l'année, mais pour la période des fêtes du Tet, on se concentre sur quelques variétés seulement, comme les œillets d'Inde, les chrysanthèmes, les roses. Les œillets d'Inde sont jaunes, les chrysanthèmes, les roses, sont rouges. Pour les fêtes, les Vietnamiens aiment le jaune et le rouge. C'est pourquoi on mise sur ces deux couleurs. C'est la tradition. On cultive des fleurs dans cette région grâce aux alluvions apportées par le Mékong. En plus, il y a des facilités pour l'arrosage par ici, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Une fois encore, nous reprenons notre voyage. Direction Cai Bey. Chaque matin, de nombreuses embarcations chargées de fruits, de légumes et de fleurs convergent en direction de Cai Bey pour former un marché flottant. Les fêtes du Tet sont proches. Les sampans chargés de fleurs sont de plus en plus nombreux. Ces fleurs viennent de chez moi. Mais comme il n'y a pas de place au marché, je viens les vendre au marché flottant. Culte des anciens, confucianisme, bouddhisme, taoïsme.
Le Vietnam est une sorte de melting pot de tous les monothéismes. Il y a ainsi plus de 6 millions de catholiques dans le pays. Mais il y a fort à parier qu'ils vont se retrouver aux côtés de tous les autres Vietnamiens pour célébrer l'événement le plus important de l'année, l'arrivée du printemps, autrement dit le Nouvel An chinois, la fête du Tet. Cai Bè est connu depuis longtemps pour ses galettes de riz et ses gâteaux de riz soufflé. Il y a beaucoup de cocotiers par ici. Donc on utilise des produits à base de coco pour fabriquer nos spécialités locales. La demande de friandises, de fruits confits est très élevée pour la fête du Tet. C'est pourquoi nous continuons à travailler jusqu'au dernier jour. Quittant Cai Bè, nous reprenons la direction du bras principal du Mékong, où nous attend notre bateau. Au petit matin, nous progressons au milieu d'un fleuve d'une largeur presque océane. Un pont, des cargos, des trains de barge, nous approchons de My Tho, la plus grosse ville du delta. Cette fois, nous quittons définitivement notre bateau. C'est par la route que nous rejoignons la dernière étape de notre voyage, Saigon. Ho Chi Minh Ville, que ses habitants continuent d'appeler Saigon, serait la ville du monde où circulent le plus de motos. Plus de 4 millions, en majorité chinoises, les moins chères. En prenant le contrôle de Saigon en 1975, l'oncle Ho n'avait sans doute pas imaginé un tel changement. Prise de guerre de la révolution socialiste, les bâtiments de l'époque coloniale française, comme la cathédrale Saint-Jean ou le théâtre, ne sont plus aujourd'hui que des éléments de décor d'une ville engagée avec ferveur dans la modernité et dans la préparation de la fête du Tet. Occupés pendant plus de 1000 ans par les Chinois, les Vietnamiens ont adopté le calendrier lunaire de leurs voisins du Nord. Chaque mois de ce calendrier est associé à un animal. Cette année, les fêtes du Tet commencent le mois du serpent, symbole de frivolité. Il devient ainsi le signe de toute l'année. Si la jeunesse de Saigon vit intensément le présent, les souvenirs de Jacques, un ancien guide, le ramènent à l'époque française. Non par nostalgie du pouvoir colonial, mais par amour de la langue française. Pour la ville de Saigon, le quartier du premier district, c'est le patrimoine national. C'est l'héritage que les Français nous ont laissé. Voilà, vous voyez que toutes les façades, tous les bâtiments français sont bien préservés, et bien conservés et bien restaurés. J'avais appris le français à l'époque, quand j'étais encore enfant, et jusqu'au bateau. Maintenant, il reste encore, voilà, on parle beaucoup de mots français comme garage. Voilà, on met garage, café,
cuillère, cuillère, voilà. Et puis, la façon de se rencontrer, on dit bonjour. Saïgon ne cultive pas la nostalgie. Au pied des tours gigantesques qui s'élèvent désormais dans le ciel de la ville, les petits commerces populaires continuent d'animer le quotidien. J'habite juste à côté. Dans ce restaurant, le feu est vraiment très bon. Et comme je n'ai pas le temps, c'est donc bien pratique pour moi de venir ici. Et le prix est raisonnable. Le secret d'un bon feu, il faut mettre dans le bouillon 8 ingrédients. Gingembre, oignon, cardamome, anis étoilé, graines de coriandre. Enfin, le plus important, c'est le bouillon. Les préparatifs de la fête du Tet n'ont pas encore atteint tous les quartiers de la ville. Au Bintan, le marché en gros du quartier chinois de Cholon, on ne pense qu'à une seule chose, faire des affaires. La majorité des Chinois vit dans le quartier numéro 5. C'est le quartier de Cholon. Il représente 10% de la population de Saïgon et 2% de la population nationale. Les premiers migrants chinois sont arrivés au Vietnam au début du XVIIe siècle. Mais à l'époque, ils vivaient loin de Saïgon. Au début du XIXe siècle, ils ont commencé à s'installer à Saïgon et ont formé des communautés. Retour au centre-ville. Les jardiniers sont à l'œuvre. Encore quelques jours et Saïgon ressemblera à un gigantesque jardin jaune et rouge. Mes fleurs viennent de Sadek, dans la province de Tung Tap. Tous les ans, je viens à Saïgon pour vendre des fleurs qui viennent en partie des champs de ma famille. L'autre partie vient d'autres fermes. C'est une tradition qui me rappelle mon enfance. J'aime beaucoup ces moments où il faut aller choisir et acheter des fleurs pour le Tet. J'aime de plus en plus les fêtes du Tet et je pense que c'est pareil pour les autres Vietnamiens. Commencé dans les lueurs de l'aube éclairant les élégantes silhouettes des temples d'Angkor, notre voyage s'achève sous les illuminations féeriques des rues de Saïgon. Au cours de ces longues journées de navigation, nous avons compris que le Mékong et ses affluents ne sont pas seulement utiles à transporter des marchandises ou à pratiquer la pêche. Ils sont également porteurs de culture et de civilisation. Dans chacun des villages où nous avons fait escale, se perpétuent des traditions ancestrales qui symbolisent, à l'image de la fête du Tet, l'identité de tout un peuple.